Cet épisode ne fera pas beaucoup de vues, donc je vais vous demander de liker et de vous abonner au podcast et de mettre 5 étoiles. Aujourd'hui, en plus, on a 2 très grands films. Le Gap, tu es prêt ? Je suis totalement prêt. Et toi, Florian ? Je suis totalement prêt. C'est parti. Générique ! Go ! Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge, le podcast cinéma. Je suis Florian Epp, votre humble serviteur. À mes côtés, comme d'habitude, Guillaume André Petit, le Gap. Salut Florian ! Comment ça va ? Ça va magnifiquement, et toi ? Bah ça va très bien parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui c'est spécial. Hein. C'est spécial. On a très rapidement touché 2 mots à la fin du dernier épisode, Ouais. mais là on a 2 cinéastes qu'on apprécie beaucoup tous les deux. 2 cinéastes exceptionnels. Paolo Sorrentino, de retour avec son film La Grazia, Et oui. avec Tony Servillo. Et Michel Franco, de retour avec Dreams, avec Jessica Chastain. Et ouais. On a du pain sur la planche. Oh, oui. Aussi, nous allons nous y atteler dès maintenant. Direct. On commence par la grâce. Par la grâce, la grâce. Eh bien, nous commençons par La Grazia de Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino, cinéaste italien, ami du podcast Drapeau Bien sûr, Rouge, on en a déjà parlé. puisqu'on en a parlé à l'occasion des Oui, tops oui. de l'année 2025. Et pas que, on a fait un épisode sur Youth aussi. Tout à fait, on a aussi fait dans une autre vie un épisode. Dans une autre vie. Il y a quelques mois de ça. On avait fait un épisode sur Youth à l'occasion de la sortie de Spider-Man, n'importe quoi. À l'o- Déjà que ça n'avait pas de sens de dire qu'on a fait un épisode sur Youth à l'occasion de la sortie de Superman. Spider-Man, c'est encore pire. Oui. Mais oui, bah oui. Ouais, on avait parlé de Youth. Et puis c'est revenu évidemment dans les tops. C'est revenu à de nombreuses reprises. Est revenu à de nombreuses reprises en effet. C'est ça. Donc du coup, j'avais beaucoup d'attentes moi pour La Grazia. Le film a été présenté à Venise où il est reparti. Non, j'allais dire bredouille, mais non. Tony Servillo a remporté un prix d'interprétation, tout simplement. Humblement mérité. Bien sûr. J'ose le dire. Évidemment. Quel acteur, quel comédien. Ouais. Incroyable. Oui. Et donc... Et gueule de l'emploi pour le coup. Ah bah oui. Enfin, Oui. comme toujours dans les films de Sorrentino, il arrive toujours le. Oui, c'est clair. Mais ce film-là, donc, de Sorrentino, il est assez spécial puisque c'est vrai que j'ai l'impression, en fait, quand on regarde la filmographie de Sorrentino, il aime bien faire un film sur un jeune, un film sur un vieux, un film C'est sur un vrai. jeune, un film sur un vieux. Et il alterne un petit peu. Là, on est sur le film de vieux. Adieu Naples. Film de vieux. Adieu Naples. Adieu Naples. Bonjour Rome. Oui, mais Sorrentino, dans les bonus d'ailleurs de Parthénope, avait dit qu'il ne filmerait plus à Naples. Non. Parce que... Non. Non. Pas ça, pas maintenant. Parce que... Attends, quel était le premier film de Sorrentino à Naples ? J'ai un Le trou tout là d'un premier coup. Parce qu'il en a fait 2. Bah t'as la main de Dieu et. Bah oui, je suis bête. Parthénope, mais- Exactement. Bah il a dit ça. Il a dit en fait, dans la main de Dieu, il a filmé Naples comme étant ce que lui ressentait sur la ville. Mhm. Et dans Parthénope, il a filmé une vision fantasmée de Naples. Ouais, d'accord. Et il a dit qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire sur cette ville. Alors que moi, je m'attendais à un générique de fin avec le titre du Napoli de l'année dernière. Hein, C'est mais vrai. Bon. Pas de foot dans ce film-là. Non. Alors, Aucune référence ? Si, il y a une référence à Naples. Laquelle ? La famille du président, du coup, de Tony Servillo, vient de Naples à la base. À un moment donné, Ah, il oui, dit oui. ma famille vient de Naples. Oui, référence à Naples, mais pas de référence au football. Ah non, pas de référence au Mais, football. Non, ce on n'a qui pas eu de est- Diego Maradona. Pas de Diego Maradona, pas de petit qui joue au foot, pas de Attends, je supporters. cherche, j'ai pas eu de. Non, j'étais très attentif à ça, justement. Il n'y a pas eu un truc à un moment donné, numéro 10. Je sais pas, il y a un truc qui me dit que je. C'est la boîte de prod numéro 10. Ah, c'est ça, oui. Oui. C'est juste la boîte de prod. Mais oui, parce que là, donc, pour revenir sur le film, qu'on vous encourage à aller voir vraiment... Enfin, Oui. j'ose parler pour Déjà- le gars, mais je sais qu'il en pense autant de bien que moi. Ah oui. Mais en fait, donc ça parle de Tony Servillo qui joue un président qui rentre dans les 6 derniers mois de son mandat et qui commence à errer un petit peu puisqu'il n'a officiellement plus le droit. Il a plus le droit de dissoudre son assemblée. Enfin bref, du coup, il est là un petit peu comme un potiche. Il a plus Ouais. grand chose à faire, si ce n'est 2 grandes tâches pour terminer son mandat. La première, signer une loi sur l'euthanasie, pour légaliser l'euthanasie. Et la seconde, 2 demandes de grâce de prisonniers qui sont en prison pour meurtre C'est ça. et qui lui demandent la grâce présidentielle
parce que circonstances atténuantes, femme battue dans un cas et homme qui a mis fin à la vie de sa femme très malade dans l'autre. Donc, on part sur un postulat assez politique. Au début, moi, quand je vois le pitch du film, je me dis, bon, alors il y a le biopic sur Silvio Berlusconi, et puis il y a toujours eu de la politique. Enfin, ne pas voir les messages politiques dans les films de Sorrentino, c'est... Parce que ça fait quand même partie de son cinéma, mais c'est vrai qu'il l'aborde toujours de manière détournée. Et là, c'est le premier film qui aborderait, en tout cas, le thème de la politique. Et ça m'intéresse beaucoup comment il a traité ce thème-là, comme d'habitude avec beaucoup de subtilité. Toujours. Premièrement. Il n'en fait pas des tonnes. Pardon, ce pas des tonnes m'a fait penser au panettone. J'ai eu Il est 19h, j'ai un petit peu faim, je vais pas vous le cacher, le chat. On a tous faim. Mais donc il en fait pas des tonnes. Le Gap, je vais te laisser un petit peu le micro. Toi, t'as vu le film, on aime Sorrentino tous les deux. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment t'as abordé déjà cette nouvelle sortie? Tes attentes? Très, beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes parce que, comme tu le dis, on est beaucoup des aficionados. Bien sûr. Parce que je parle italien. Pas du tout. mais de Paolo Sorrentino. Et ça en est venu à un moment où chaque film de ce cinéaste, et ce sera aussi la même chose pour le cinéaste dont on parlera après, est un micro-événement, est un événement pour nous en tout cas. Bien sûr. Et ça l'a été pour chaque dernier film de Sorrentino depuis. Moi, du coup, déjà, je suis tombé dans Sorrentino avec La Grande Bellezza à l'époque. Bien sûr. Comme beaucoup de monde. Comme beaucoup de monde. Et je me souviens avoir vu Silvio les autres au cinéma aussi, sans savoir que c'est un film de Sorrentino à la base. Mais, ok. Bon, voilà, à l'époque. Depuis, j'ai rattrapé quelques films du monsieur. Et quel monsieur. Ah oui. Donc beaucoup d'attentes sur la Grazia. Et je sais pas du tout de quoi ça parlait. Ok. J'avais pas du tout regardé le synopsis ou de quoi. J'avais même pas vu de bande-annonce de ce film. Donc j'y suis allé. Voilà. Et qu'en est-il Et quel film. Bah oui. Quel film. Encore une fois, Sorrentino, il sait brasser beaucoup de sujets subtilement. Et il le fait toujours assez brillamment. Mais déjà, rien que déjà, la séquence d'intro est dingue. Ouais. La séquence d'intro avec la musique électro. Mais la BO, encore une fois. La BO, bien sûr. Mais la BO chez Sorrentino, ça pourrait être un épisode spécial. Mais, oh, la bonne idée. C'est vrai. Peut-être au prochain film, peut-être qu'on fera une spéciale Sorrentino. Mais déjà, l'intro donne le ton. Et c'est un film d'une richesse immense. Oui. Immense. Et donc, du coup, sur la vie politique, là, c'est en Italie, ça aurait pu être dans d'autres endroits. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un film sur la politique avec un petit P, quoi. C'est pas un film sur la vie du Parlement italien et les magouilles de chefs d'État entre chefs d'État. C'est un film sur la politique au grand P, dans le sens où on est sur quelque chose de... qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de faire passer une loi le fait qu'il ait mêlé cette loi sur l'euthanasie et en même temps cette demande de grâce de ce vieil homme qui a tué sa femme parce qu'elle était très malade, c'est en fait, ça montre directement l'impact sur le quotidien des gens. C'est ça. Et quelle est sa place, lui, en tant que... Et aussi toutes les barrières qu'il y a, même si dans le film, j'ai oublié comment... Mariano De Santi, je crois que c'est Mariano De Santi. Il le dit à un moment à sa fille, il lui dit la bureaucratie, ce qui est bien, c'est que ça permet de pas prendre ça prend du temps parce que ça nous permet de pas prendre des décisions sur des coups de tête. C'est ça. Mais en même temps, il est obligé on sent que c'est un peu une posture, ça, parce que c'est surtout, ça lui permet d'être un peu lâche à certains moments. Oui, parce que de ce qu'on comprend, c'est que c'est un président plutôt immobiliste. Oui. Alors, ce qui est très bizarre, parce qu'il y a beaucoup de séquences où on nous dit que c'est un président qui a un peu sauvé l'Italie. Ouais. Qui a été un grand président. Bon, ça, c'est souvent dit par les personnes qui travaillent avec lui. Donc, oui. Je pense que c'est toujours un peu ce truc de les personnes qui travaillent avec le président.
C'est toujours un grand président. Ils disent perpétuellement que c'est un grand président, qu'il a fait que des choses bien. Oui, mais là, on voit surtout qu'il est très aimé par la population à chaque fois qu'il C'est sort. ça. On le voit dans la scène du théâtre où tout le monde l'applaudit. C'est ça. Et puis à la fin, quand il rentre chez lui, il y a cette scène où il est dans les rues et les gens le regardent et lui sourient. Ouais, Donc c'est quelqu'un non, qui est vrai. très aimé. C'est vrai qu'il y a ce truc assez étrange. On sait pas vraiment ce qu'a fait ce mec, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que, à part si j'ai loupé quelque chose, mais le moment où ils disent merci de nous avoir sauvés par rapport à ce fou, Oui, non, on sait pas. on sait pas. On sait pas quelle loi il a fait passer, On sait de pas. quel bord politique il est. On sait, ouais. On sait pas, on sait juste que c'est un président aimé et j'ai trouvé ça intéressant parce que nous ici, en plus, dans Drapeau Rouge, le podcast de cinéma que vous écoutez toutes les semaines religieusement, vous savez qu'on est assez critique sur tout ce qui touche à la politique et sur comment elle est représentée. Je trouve que là, il y avait vraiment quelque chose de casse-gueule au départ, Oui. de faire ce personnage de président un petit peu un petit papy gentil qui œuvre pour le bien de son pays. Mais en fait, ce qui est fort avec Sorrentino, c'est qu'il arrive toujours à trouver l'émotion. Et en fait, pour revenir sur mon avis plus global sur le film, juste une petite parenthèse, j'ai vraiment adoré ce film, mais d'un amour, je développerai plus tard, mais pourtant, au début, ouais, moi je partais un petit peu louche sur le film, quoi. Je me disais, ok, bon, Sorrentino, qu'est-ce que tu veux nous dire? Les extrêmes, c'est pas bien. Ça va être un film qui parle de ça. Au début, la relation avec sa fille aussi, c'est genre que c'est sa fille, la vraie présidente, en Ouais, vrai, c'est c'est sa ça. fille, machin et tout. Ouais, au début, c'était étrange. Et puis, en fait, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure que j'ai oublié ce que tu disais exactement, mais en gros que le film était très riche et très dense, et je trouve que c'est ça tout le temps dans les films de Sorrentino, mais que il a, on lui fait toujours des procès d'intention qui sont jamais justes. Je trouve que on résume ces films souvent en deux lignes. Par exemple, on entend souvent dire que Sorrentino, c'est ah oui, l'image elle est toujours sublime. C'est vrai. L'image est toujours sublime chez Sorrentino. Mais pour moi, la vraie force de Sorrentino, c'est son écriture. Et c'est parce que, alors, ça dépend des films. Là, pour le coup, pour La Grazia, je trouve vraiment que l'écriture des dialogues, c'est même pas que c'est bien, c'est pas que c'est bien écrit en termes de scénario. Je trouve que ce film pourrait être un poème. Oui. Il pourrait ne pas y avoir d'image. On pourrait prendre les dialogues de ce film et les mettre dans un recueil de poèmes que je serais tout aussi bouleversé. Et honnêtement, c'est le premier mot qui m'est venu en tête quand je suis allé voir le film à 22h dimanche soir à côté de chez moi. Vraiment, j'étais en plus un peu fatigué, je me suis dit est-ce que le film va marcher sur moi et tout. Vraiment, le film s'est terminé. Le premier mot qui m'est venu en tête, c'est j'étais bouleversé. Ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé au cinéma, où vraiment le film se termine et j'ai eu un espèce de vertige émotionnel. Je sais pas comment dire, mais vraiment j'étais comme lessivé parce que émotionnellement le film m'a bouleversé. Et c'est rare que j'utilise ce mot, mais là j'ai compris. Limite Sorrentino m'a appris la définition du mot bouleversé parce que j'ai mis 3-4 minutes à me lever, j'étais en fait abasourdi par ce que je venais de voir et la beauté des dialogues. Moi, il y a des trucs dans ce film qui m'ont notamment et là où je compare ce film à un poème, c'est qu'aussi il y a beaucoup de lignes de dialogue qui reviennent dans le film. Comme dans un poème dans lequel on aurait une anaphore, tu vois, qui reviendrait de strophe en strophe, quoi. C'est-à-dire que il y a ce moment où donc il se plaint souvent de s'endormir pendant ses prières et de faire des sommeils sans rêve. Et c'est sublime la façon dont il dit, le fait que ce soit aussi important pour lui, le fait qu'il sente en fait qu'il est en train de petit à petit faire partie du passé, quoi. Que lui-même est en train qu'il erre comme un espèce de fantôme. À un moment donné, c'est même dit explicitement où il dit à sa fille quand je serai mort, je serai avec vous, mais je n'interviendrai pas. Et elle lui dit mais c'est déjà ce que tu fais en tant que t'es vivant et c'est déjà ce que tu fais, t'es avec nous mais tu dis rien, tu n'interviens pas, tu prends aucune décision et lui se sent partir un petit peu comme ça. Il y a tout le il faudrait que l'émission dure 3 heures mais je vais résumer, mais le côté
Il y a aussi le deuil de sa femme, le fait qu'il ait perdu cet amour-là, qu'il a rendu euh, où on sent qu'il erre un petit peu sans but parce qu'il n'a plus cet amour-là qu'il a connu. Et moi, ouais, ça m'a bouleversé parce que je trouve encore une fois que l'écriture de Sorrentino dans le personnage, et l'écriture, c'est pas que les dialogues, l'écriture, c'est pas que les péripéties qui pourraient se passer, l'écriture, c'est aussi, à un moment donné, choisir de filmer pendant 10 minutes. 10 minutes peut-être pas, mais en tout cas choisir de filmer pendant 5 minutes juste le personnage qui fume une cigarette sur le toit de... Ça, c'est extraordinaire. Toutes les scènes avec son garde du corps, là. Son Ah oui, écuyer, le cuirassé, je sais le pas quoi. cuirassé, ouais. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Mais il y a plein d'idées assez brillantes dans ce film. C'est pourquoi ce mec, ce qui l'obsède dans sa vie, c'est qu'il s'est fait tromper il y a 40 ans. Mais oui, Et qu'il veut savoir le nom de la personne parce qu'il sait pas le nom. mais La personne avec qui sa femme l'a trompé. et ça c'est ce qui est incroyable dans le film aussi, c'est que aussi on nous montre un personnage qui est très, on va dire très réfléchi, très posé, très intelligent, très calme, mais qui a cette espèce de qui devient puéril à partir du moment où il a ce côté ma femme m'a trompé, c'est qui a trompé ma femme quoi. Et ça l'énerve vraiment, ça le rend fou, peut-être parce que c'est aussi quelqu'un il nous est montré comme quelqu'un de très intègre Oui, et qui du coup ne supporte pas la trahison, qui plus est de la personne en plus qui magnifiait vraiment sa femme. Pour lui, on sent que c'était, il en parle comme une déesse quoi. Il lui dit à un moment donné quand il raconte scène incroyable où il raconte comment il a rencontré sa femme Oui. et on a un espèce de flashback slash rêve onirique. Je l'ai vu passer là. Ouais, il lui dit je l'ai vu marcher, j'avais l'impression qu'elle volait, un truc comme ça, et puis on voit, c'est magnifique, C'est magnifique. c'est juste dingue. Mais oui, et l'humour. Ah, mais bien sûr. L'humour. Mais ça, chez Sorrentino, de toute façon, il y a toujours une pointe d'humour toujours assez bien amenée. Toujours. Ah oui, Bon, là, c'est surtout avec le personnage de Coco. Là, Coco, elle est magnifique, elle est super. Sublime, incroyable, exceptionnel personnage, qui dit qu'il faut brûler les musées. Oui. Qui était l'avis de Jean Baudrillard par ailleurs également. Ah ouais. Voilà. Je pose ça là. Sacrée scène où du coup le président parle, le mec parle au pape et lui dit moi je comprends plus rien. Il y a Coco qui veut brûler les musées. Je me fais, il y a une sublime fille qui me demande de sortir avec elle. C'est incroyable. Et juste après ça, le pape part en T-Max. Ça c'est fou. Ça. Enfin, il faut le dire quand même. Mais ça aussi c'est des idées exceptionnelles. Mais c'est les idées de Sorrentino d'être toujours dans le décalage avec le... Enfin, pas avec le réel, mais oui, de créer des images un petit peu fantastiques. Alors dans Parthénopée, c'était cette espèce de créature qui était le fils de j'ai oublié le nom de l'acteur, mais qui est un grand acteur italien, qui avait un fils qui était une espèce de créature marine créée, enfin bref. Et là, en fait, il crée le fantastique par des images juste bah déjà un pape noir qui part en T-Max, quoi. Qui part en Qui est sur un T-Max et qui rentre au Vatican. Qui fait la leçon au président en disant non, il faut pas signer cette loi sur l'euthanasie. 2 secondes après, tu le vois partir en T-Max et la séquence est d'une absurdité sans nom. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Mais c'est intéressant justement le pape qui lui dit d'interdire l'euthanasie et à la fin du film, quelqu'un, je sais plus, lui pose la question de mais vous qui avez toujours voulu que règne la paix entre la religion, vous même parce que le personnage est très catholique et religieux aussi, le président, et il lui dit oui il faut que chacun joue son rôle, lui oui. Ah, j'ai oublié la citation exacte. Lui sert Dieu. Lui doit servir Dieu. Et moi, je dois servir ma famille, non? Peut-être. Non, mes enfants. Mes enfants. Mes enfants. Dingue. Il faut aller le voir. Là, on vous l'a mal dit. Là, on l'a très mal dit. On l'a mal dit parce que c'était. Mais allez le voir. En fait, c'est. Oui, quand vous voyez le film, on comprend tout. Mais alors, tu dis ça comme. Tu dis ça un petit peu en blague, mais moi, je suis totalement. Il faut très attention. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis bouleversé. Je m'excuse, auditeurs et auditrices, je suis bouleversé. Mais non, mais c'est vrai, la langue. Ici. Mais oui. Non, mais la langue italienne rend le film beau aussi, rend les dialogues poétiques, la façon, en fait, la musique des mots utilisés. Et c'est pour ça que je reviens sur mon truc de c'est un poème. C'est qu'en fait, la façon dont le rythme des phrases reviennent, c'est le même rythme. Tu vois, il y a un truc vraiment de. Quand elle lui demande est-ce que tu. Il dit oui, je ne rêve plus. Et il lui dit mais.
Et la personne qui est en face, à chaque fois, il demande mais tu aimerais rêver et il dit molto. Et tu vois ce molto, Bien c'est pas sûr. oui. C'est pas Mais oui. est-ce que ça vient pas aussi du fait que Sorrentino, il est pas seul, mais pratiquement seul. Enfin, le cinéma italien. Oui. Enfin, ça reste. On parlait d'événements quand il y a Sorrentino qui sort, mais est-ce que c'est pas un événement quand il y a un film italien de cet auteur qui sort surtout? Ah bah oui, parce qu'ils sont très peu. Voilà. Il y a peut-être aussi ce côté-là de. Parce que la langue italienne, voilà, on l'a qu'en Italie. Oui. Tu vois, il y a un truc comme ça aussi de. Enfin, on l'a pas souvent. Non, c'est clair, mais la langue italienne, après là, pareil, je vais résumer parce que sinon on en parle pendant des heures, mais la langue italienne, elle est aussi intéressante parce que elle porte en elle énormément d'histoires et notamment, je vous renvoie vers les premiers livres de Pasolini Bien et sûr. qui en parlait aussi notamment, qui Bien parlait sûr. de l'importance de la langue en elle-même dans sa forme quoi, au-delà du fond et dans ce que la langue raconte et dans ce qu'elle fait, tout ça. Il y a beaucoup de la langue italienne, c'est pas une seule langue, il y a beaucoup de dialectes, même encore aujourd'hui. Les Napolitains, les Romains et les Siciliens ne parlent pas entièrement de la même façon. Mais donc le film porte en lui tout ça et il y a une phrase aussi que j'ai retenue où quand on lui demande, qui est pour moi pareil, qui m'a foutu au sol, alors que je la comprends pas. C'est ça qui est fou. C'est que elle lui demande tu aimerais rêver, il dit oui et je crois que c'est Coco qui lui dit t'aimerais rêver de ta femme et il lui dit non et il dit t'aimerais rêver de quoi et il lui dit de la gravité. Oui, parce qu'il y a tout ce truc aussi. Et en fait, parce que lui, à un moment donné, il est fasciné par un mec qui est dans l'espace Ouais. et donc qui est en apesanteur, avec qui il doit faire un espèce d'appel FaceTime. Il est dans l'ISS, mais il peut pas communiquer. C'est ça. Et avec, donc, du coup, on le voit, mais lui ne sait pas qu'on le voit. Et en fait, il est en train de pleurer seul au milieu de l'espace. Donc, il y a une espèce de connexion aussi qui de se toute fait. façon, il y a aussi un grand sujet de ce film, mais qui arrivait très souvent aussi chez Sorrentino. Ça reste le sujet de la solitude. Oui. Et là, clairement, c'est un homme très solitaire qui est représenté avec Trailer le président. On voit comment il est un peu dévasté au moment où sa fille part, par ailleurs, Ouais. d'ailleurs. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il est dévasté depuis. Je crois que sa femme est décédée 10 ans avant. Et du coup, je pense qu'il se voit en ce mec qui est dans l'ISS, solitaire, C'est ça, loin de tout le monde. loin de et tout le monde, que les gens voient. que personne ne peut comprendre parce qu'il peut pas communiquer. C'est ça. Et c'est dingue. Et C'est puis, dingue. il y a le côté aussi où le fait que lui aussi, tout le monde le voit, puisque c'est le président, donc tout le monde sait où il est, tout le monde sait qui il est, mais lui, de l'autre côté, ne voit personne, ou C'est en ça. tout cas ne peut communiquer avec personne, si ce n'est avec un des personnages dont on comprend qu'ils n'ont pas du tout les mêmes opinions politiques et qui s'aiment pas vraiment. En fait, au final, à la fin, il lui dit, il le remercie parce que c'est une des seules personnes avec qui il a eu un échange vivant, qui n'était pas quelqu'un qui venait lui cirer les pompes, ou C'est ça. et il lui dit encore une phrase magnifique et encore une fois que je vais mal dire, donc il faut aller voir le film pour l'entendre vraiment, Allez voir mais le film. où il dit on a été bien avisé de se parler correctement, et il lui dit non, on n'a pas été avisé, on a été élégant. Oui. Et en fait, ça c'est pour moi c'est tout le cinéma de Sorrentino, C'est vrai. c'est l'importance, enfin en tout cas l'importance que lui accorde, qui est très italien aussi finalement, cette espèce d'élégance, cette espèce de limite politesse, ce serait un peu trop trivial comme mot, mais oui, ce côté en fait de dignité Ouais, et de respect totalement. envers tout le monde, et qui est aussi quelque chose de très doux. Et on peut critiquer aussi enfin moi j'ai pas trop vu parce que j'ai pas vu de critique négative, mais j'ai pas vu de critique tout court du film, honnêtement. Le film est Pas un peu beaucoup de sorti monde, très ouais. discrètement, comme Parthénope l'année dernière. Et tout comme le film dont on va parler après, il y a pas Totalement. comme d'habitude. Donc mais et au final c'est un film qui m'a un peu bouleversé aussi parce que c'est vrai qu'on dit souvent que tout est politique, Mhm. que le cinéma est politique, Bien que sûr. tout est politique, machin. Et en fait, là, c'est un film qui ramène quand même un côté. Mais n'oubliez pas l'humain, en fait. Tout est politique, mais il y a aussi, tu vois, ces demandes de grâce, de prisonniers, En fait, parfois, il y a aussi
je vais sur un terrain glissant, mais un côté où, des fois, il faut. Chaque problème est différent. Tu vois, le fait qu'il ait signé la légalisation de l'euthanasie, mais qu'il n'ait pas accordé la grâce à la personne qui a tué sa femme, qui a pourtant techniquement euthanasié sa femme, c'est ça en fait, c'est que comment faire une politique centralisée alors qu'on ne connaît pas la vie des gens et on ne connaît pas. Donc c'est compliqué. Après, c'est un film et au final, Michel Franco est un peu là-dessus aussi. On en parlera plus tard, mais tu vois de ce côté. Il y a les conventions, il y a ce qu'on dit, et puis il y a la réalité, quoi. Il y a ce qui est conventionnel. C'est pas très conventionnel d'aller visiter C'est ça. des personnes en prison pour les voir et pour parler de leur grazia. De leur grâce. De leur grâce ou pas. Mais ouais, non, clairement. Mais il y a quand même. Enfin, moi, je repense toujours à ce film. Je repense à beaucoup de scènes dans ce film. La scène du président portugais. Ah bah oui. Peut-on en parler quand même? Bah bien sûr, évidemment. C'est extraordinaire. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue parce que encore une fois là il y a donc c'est une Mais là encore une fois il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a comme tu disais tout à l'heure, il y a de l'extraordinaire là-dedans. Bah oui. La pluie d'un coup qui se met à tomber, le vent, le tapis rouge, le président portugais qui se prend dans le tapis rouge, qui se le prend dans la gueule et qui chute. Pendant que, du coup, le président italien reste là. Ah oui, il le regarde hébété, genre, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, t'as une musique électronique derrière. Ouais. Waouh. Et le côté aussi où d'abord il le voit arriver, donc le président portugais qui est très vieux, et le président italien qui demande à son fameux cuirassier, là, il lui dit « Je suis vieux comme ça, moi ?» Parce qu'en fait, c'est intéressant, ce moment de la vie d'un être humain qui fascine Sorrentino, puisqu'il ne cesse de parler. Il le faisait dans Youth, dans tous ses films, La Grande Bellezza, Youth, Parthénope. C'est toujours ce côté, la jeunesse, c'est quand s'arrête la jeunesse. Et en fait, là, le président italien est dans un moment où il doit avoir quoi, 65, je dirais. Peut-être un peu plus. Un peu plus, entre 65 et 70. Dans les 70 ans. Non, ouais. Allez, petit 70, mais où il est encore en forme. Et en fait, lui ne se sent pas mentalement vieux, mais il est vieux, de fait. Et il y a quand même des gens plus vieux que lui, mais il fait partie quand même des vieux. Et du coup, il est un peu perdu, encore une fois, parce que dans 6 mois, il aura plus de taf. Et c'est ça. Et combien de temps il lui reste? Est-ce qu'il a l'air aussi vieux? Et après, le côté... ce président portugais qui se prend les pieds dans le tapis, qui chute lamentablement devant tout le monde... Il y a aussi un côté, je sais pas, moi c'est un film, j'arrive pas à le... Je me prends les images. J'aime aussi ce président du coup vieux, enfin je parle du président italien, mais qui veut quand même rester proche de la jeunesse. Ouais. Il y a beaucoup de scènes où il écoute du rap. Mais oui, mais il y a ça aussi. Et oui, il y a ça aussi, bien sûr. Ça c'est des scènes dingues. C'est dingue. Qui se met au début du film, il dit j'aime pas le rap, j'aime pas ce qu'ils disent. J'aime pas les paroles. Et puis petit à petit, en fait, il se met à en écouter et puis il commence à adorer, en fait. Il commence à adorer jusqu'à connaître les paroles par cœur. C'est ça, et jusqu'à inviter le rappeur à lui donner une médaille d'honneur. Oui, une médaille d'honneur au rappeur et qui fait un espèce de freestyle. Quel moment, ça. Mais c'est dingue aussi, freestyle, et ensuite regard caméra, clin d'œil, et puis on passe à autre chose. Ça, Mais ça, c'est la liberté de Sorrentino, et ça qui est bien, en fait. Bien sûr. Et en fait, ce qui est bien dans ça, enfin, ce qui rend pour moi, ce qui fait pour moi de Sorrentino un grand maître et un de mes réalisateurs préférés, comme Michel Franco d'ailleurs, c'est que tu ne peux jamais prévoir ce qui va se passer sur le plan d'après. Et pour moi, quand je vois des gens qui disent « Oh, je me suis ennuyé devant... » Comment vous faites pour vous ennuyer ? Je comprends pas comment. Comment Même, on est responsable de son propre ennui, chacun a ses histoires de vie, chacun a les choses qui lui touchent, mais quand on aime le cinéma, quelqu'un qui te surprend à chaque plan ne peut pas être ennuyeux. Impossible. Et pour moi, Sorrentino, même si les plans... Parce que, alors, il y a des plans longs et lents, mais il y a aussi quelque chose que Sorrentino maîtrise comme personne, c'est les dialogues, l'art du dialogue, et quand il y a des dialogues entre notamment Coco et le président, ça fuse. Ouais. Ça fuse, ça va vite, il y a de la punchline,
La Grande Bellezza, c'était ça aussi. C'est ça aussi. La Main de Dieu, pour moi, la première partie de La Main de Dieu, c'est un chef-d'œuvre parce que les repas de famille, les scènes de repas de famille, c'est que du ping-pong entre les personnages. Tout le monde a une réplique qui tue. Et en fait, pour moi, je peux pas concevoir qu'on s'ennuie devant un film de Sorrentino. Non, je suis totalement d'accord. Et pas devant ce film. Mais d'ailleurs, tu parlais de longues séquences. Je repense aussi à la séquence où ils sont tous devant un écran où ils regardent un spectacle de danse. Oui. Donc là, il y a un long plan, long plan séquence, du coup, où la caméra se balade entre les spectateurs Ouais. et un plan fixe aussi sur le spectacle, hein, du coup, qui est diffusé sur un écran. La caméra revient sur le président, sur Tony Servillo, qui se lève. Et là, il y a ce truc de regard vers son meilleur ami qu'il soupçonne que ce soit lui qui l'ait trompé, merde, avec qui sa femme l'a trompé. Ouais. Et ce plan est fou, le moment où il le regarde. Mais- Mais cette séquence est dingue de toute façon, Oui, oui. mais tout est fou. Et c'est ce regard limite, alors que le film est tout le long un peu dans la retenue, le personnage surtout, c'est ce moment où ce regard, c'est limite un regard de telenovela, quoi. Tu sais, c'est vraiment une scène un peu absurde comme ça, où le mec vraiment, il fronce les sourcils et il le fixe un peu en le regardant de trois quarts, vraiment, c'est... Et parce que, en fait, il a ce côté un petit peu, justement, ça recoupe avec ce qu'on disait sur la vieillesse et la jeunesse, c'est que il a gardé ce côté puéril, enfantin de jalousie, en fait. Mais oui. Et quand il a ces moments de jalousie, c'est un enfant, donc il regarde mal, il crie, tu vois, il s'énerve dans la voiture avec Coco en lui disant « Mais tu vas me dire avec qui elle m'a trompé » Il fait un caprice, quoi, il est capricieux à ce moment-là. Et c'est trop bien, en fait, c'est extrêmement touchant, et tout le film est comme ça. Et même, mais ça va jusqu'à la fin, jusqu'à la toute dernière séquence, où du coup Tony Servillo mange avec Coco dans l'appartement de Tony Servillo, donc un plus petit appartement. Ah, mais oui, voilà. incroyable. C'est la scène post-générique, techniquement. C'est une scène ouais, il y a pas vraiment de générique entre. Non, mais en fait, il y a une première fin. Oui, c'est ça. Il y a un écran titre, La Grazia, réalisé par Paolo Sorrentino, et ensuite on a cette scène-là. On a cette scène-là, et après ça part sur le rap du coup le rappeur Ouais. qui est présent dans le film. Mais cette séquence, elle est dingue. Lui, il fait que de fixer. C'est Oui, extraordinaire. oui, parce qu'elle lui avoue que en fait c'est elle Que c'est avec elle que sa femme l'a trompé. que sa femme l'a trompé avec Coco. Et du coup, lui continue de manger avec elle tous les soirs, mais il a quand même il lui en veut, quoi. Les regards qu'il lance. Et elle qui dit, tu vas pas commencer à m'emmerder. Oui. Incroyable. Ah, même leur relation, elle est incroyable, et je veux pas partir, parce que là je vois que ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle, mais je veux parler pour moi de j'allais dire la plus grande scène du film, mais en tout cas, une des plus belles séquences, c'est la scène au téléphone vers la fin, où justement il est au téléphone avec la journaliste de chez Vogue Ouais. pour l'interview, et qu'en fait il lui raconte un petit peu toute son histoire avec sa femme, ce qu'il ressent depuis qu'elle est morte, il lui parle un peu, il va dans le dressing de sa femme et il voit toutes ses robes de toutes les couleurs en lui disant « Moi j'ai toujours été quelqu'un qui s'habille très gris, c'était elle qui a porté les couleurs dans notre couple et j'adorais ça, Ouais. moi j'ai jamais osé et tout. » Et toute la mise en scène c'est très simple, c'est un coup de téléphone. Déjà, l'idée très simple mais incroyable, c'est de pas faire de contre-champ sur l'autre, sur la femme au téléphone. Dieu merci. Dieu merci. Mais c'est de rester du coup en espèce de plan. C'est pas un plan séquence, mais en tout cas de faire un long plan uniquement sur Tony Servillo qui se balade dans ce grand appartement, Ouais. qui n'est pas non plus un appartement qui est ostentatoire. C'est pas un appartement luxueux. C'est pas. Ça reste c'est un grand appartement, mais ça reste un appartement, on va dire, plutôt classique. Oui. Donc déjà ça c'est intéressant aussi, ça parle du personnage, ça montre que c'est pas quelqu'un qui est dans l'abus, dans l'opulence, c'est quelqu'un d'assez simple, et donc de jamais faire de contre-champ sur l'appel, de rester avec lui tout le temps et de subir à quel point, en fait de montrer comment c'est dur pour lui de sortir des informations, à quel point il est toujours extrêmement touché de parler de sa femme, qu'il a toujours pas fait son deuil, qu'elle lui manque toujours autant, et cette petite voix du coup qu'on entend à travers le téléphone, c'est comme une voix
C'est comme si, en Ouais. fait, c'est limite, il est au confessionnal avec un prêtre, quoi. C'est vrai. Quelqu'un qui ne voit pas et à qui il balance tout, alors que c'est une journaliste de Vogue. Mais c'est aussi ce côté de Sorrentino de Il y a qui sacraliser. donne, il y a qui donne l'exclusivité de la signature de la loi sur l'euthanasie, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a ce côté où ce mec, du coup, ce président, là où il est... Je pense que là où Sorrentino l'a écrit comme quelqu'un de bien, c'est qu'il ne fait aucune hiérarchie. Mm. C'est-à-dire que, comme on le voit quand il va en prison, on lui propose d'attendre dans une salle spéciale, il dit non, il va attendre avec les autres. Très marrant enfin très marrant. Incroyable cette séquence miroir avec la séquence où c'est la fille qui va dans cette C'est même ça. prison juste avant. Le plan est filmé exactement de la même façon. Ouais, ouais. Ah, c'est... Et c'est sauf dingue. que la fille a choisi de pas attendre avec Ouais. les gens, et là où lui attend avec les gens. Et en Ouais. fait, il traite une journaliste Vogue comme il traiterait un journaliste politique ultra important. C'est quelqu'un qui fait aucune hiérarchie. Il parle pareil avec le prêtre. Il lui parle pas spécialement mieux ou avec plus de respect. En fait, il traite tout le monde avec le même respect. Les gens qui l'aiment pas, les gens qui l'aiment. Pas le prêtre, c'est le pape. Le pape, pardon. Oui. Excuse-moi. Excuse-moi. Le pape, oui. Alors que le pape, pourtant, quand t'es catholique, Ouais. généralement, le pape, tu t'agenouilles et tu... Après, c'est un pape anti-max quand même. C'est un quoi? Un pape qui est anti-max. Donc, C'est un pape anti-vax. Oui, non, mais tu vois, un mec qui Non, mais oui. n'aurait pas signé cette loi juste par peur de l'autorité Mm. catholique, quoi. Donc, je trouve que cette séquence, elle est incroyable, déjà, juste sur le fond, mais sur la forme aussi. C'est vraiment des plans très, très lents, des petits panneaux. Puis on s'arrête, on reste, les plans durs. Tony Servillo, il est incroyable, de toute façon. Oui. C'est le visage, il a pas besoin d'en faire des tonnes. Hein. Son visage porte tout ce qu'il y a à faire. C'est ça, je pense que le duo Servio-Sorrentino, ça reste quand même... C'est clair. C'est toujours une réussite, il n'y a pas... J'ai pas vu, moi il me manque juste Silvio et les autres, Ok. que j'ai pas vu de Sorrentino. Parce que j'arrive pas. Il y a une version longue, le film est en deux parties. Ouais, il y a plusieurs... Donc oui. je sais pas trop, parce qu'il est assez long, je crois, il dure 3h40, quelque chose comme ça. Ouais, ça va être ça. Donc je sais pas trop quelle version regarder, mais il faut que. Je vais le rattraper très vite parce que. Et j'ai envie de revoir La Main de Dieu aussi, et j'ai envie d'aller revoir La Grazia. Je pense que je vais y retourner. Ouais, moi aussi, je pense Parce qu'il que- y a possibilité que j'y retourne aussi, parce qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose de passionnant quand même, de fascinant dans ce film. Ouais, c'est toujours Sorrentino qui arrive à créer aussi des mondes dans lesquels on a envie de passer du temps, C'est quoi. ça, on a envie d'être dans ce Rome. Mais Bah oui. quand il marche à la fin, bon, il est dans le... Je me souviens quand j'ai visité Rome, j'ai été dans la rue où il marche à la fin. Ouais. Alors, c'est très bourgeois, c'est là où il y a toutes les grandes boutiques, on voit, il passe devant Bulgarie. Oui, pas oui. tant. Mais ouais, ça m'a donné envie de retourner à Rome. Voilà. Bah oui. Allez, on y va. On y va maintenant. Allez, on prend l'avion et on passe à... On traverse la frontière. On passe... wow. On passe la frontière. Allez. Et la frontière n'est pas entre le Vatican et l'Italie, mais... Non. On arrive Mexico City, Ouais. entre Mexico et San Francisco, pour parler du nouveau film de ce bon Michel Franco Ah là là. qui s'appelle Dreams. Retour du duo Michel Franco-Jessica Chastain après le chef-d'œuvre, je n'ai pas peur des mots, de 2023 Non, qui j'ai pas était peur. Memory. C'est un peu le même, il fait un peu pareil qu'avec Tim Roth, c'était aussi sur 2 films. Ouais, c'est vrai. Là, c'était le tour de Jessica Chastain. C'est Tim vrai, Roth c'est avec vrai. qui il avait fait Chronic et Sundown. Là, il revient avec Dreams, pareil qui était à Venise aussi d'ailleurs, mais Oui. qui pour le coup est parti bredouille. Ouais. Un film de Michel Franco. Comme Qu'est-ce comme qu'on en il sait pense les déjà faire. de Michel Franco? Ah bah oui, qu'en penses-tu le gap de Michel Bah, Franco? Michel Franco. On en a aussi On en parlé a dans parlé. un épisode, on avait fait Nouvel Ordre Ouais, avec Eddington. Quel épisode? oui. Bah oui, bah Michel Franco, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais je le considère comme l'un des plus grands de ce siècle. Ok. Voilà. L'un de mes films préférés de tous les temps reste Después de Lucia. Ouais. Donc un cinéaste, quand je parlais d'événements pour Sorrentino, là, pour moi, c'est encore plus un événement parce que voilà, Michel Franco, c'est quelque chose, il y aura toujours quelque chose de son cinéma. Et encore une fois, ben, c'est grand. Il a gagné? Tu l'as eu? Bien sûr, bien Il sûr, t'a eu, bien sûr. pardon. Bien sûr qu'il m'a eu.
Oui. Et ben, Comment il pourrait pas m'avoir? non, mais je suis d'accord, alors, je suis peut-être moins fan de Michel Franco. Il y a peut-être des films enfin, non, j'adore ce qu'il fait, mais, enfin, j'adore ce qu'il fait tout simplement. J'ai pas vu tous ces films, je crois qu'il me manque Les Filles d'Avril. Les Ouais. Filles d'Avril que j'ai pas vu et le tout premier. Le tout Celui qu'il a fait premier, avant, oui, Después de Lucia. c'est avec le frère et la Oui, c'est sœur. ça, celui-là je l'ai pas vu. Oui, je sais plus comment Mais il s'appelle. sinon, j'ai un peu tout rattrapé petit à petit. Je considère quand même qu'il a plusieurs chefs-d'œuvre à son actif. Bah oui. Bah Plusieurs. oui, bah oui, bah oui. En fait, tous les films que j'ai vus, honnêtement. Peut-être que Nouvel Ordre n'est pas bon, je vais me mouiller un petit peu. Je mettrai, je pense, Dreams un petit peu en dessous de ce que j'ai vu jusqu'ici. D'accord. Pour des raisons que je développerai tout à l'heure. Je croyais que t'allais dire pour des raisons que je ne développerai pas. Voilà. Pour des raisons que je ne développerai pas, je rends le micro. Guigui finit l'émission. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Non, non. Ça reste un excellent film. Ça reste un excellent film, hein, attention. Et qui traite de sujets, comme d'habitude, très intelligemment, très brillamment. En fait, c'est plus... j'ai pas envie de dire des mots qui dépassent ma pensée parce que j'ai vraiment aimé le film. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Mais peut-être... En fait, j'ai peut-être pas été aussi autant emporté que je l'ai été Ok. avec certains de ses films précédents. Je trouve que parfois, il cède un petit peu. En fait, connaissant un peu le cinéma de Franco, j'avoue que j'ai un peu compris comment ça allait finir à un moment donné. Je me suis dit, oui, là je sais comment tu développes tes films et tu vas probablement faire ça. Il l'a fait. Ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est juste que c'est peut-être mon petit bémol qui fait que, tu vois, sur les autres films où à chaque fois, les autres films, j'étais surpris et il arrivait toujours à twister l'histoire pour vraiment me laisser sur les talons. Et là, je trouve que j'ai pas été trop chamboulé par le film. Ouais. Alors, il y a des trucs brillants. Bon, déjà, le truc très intéressant que j'aime beaucoup dans le cinéma de Franco, mais qui fait aussi que beaucoup de gens ne le comprennent pas, c'est qu'il a tendance à montrer, mais ce qui est aussi la réalité de la vie aussi, c'est que en fait, il filme la violence systémique telle qu'on la reçoit dans la vie, c'est-à-dire dans son quasi-invisibilité. Par contre, il filme la violence quand la réponse à cette violence, elle est toujours très crue et très triviale. Et ce qui fait que beaucoup de gens pensent que les films de Franco prendraient parti pour dire que, en gros, les dominés sont des sauvages. Alors que c'est pas du tout ça qu'il explique dans son film, enfin pas qu'il explique, mais en tout cas qu'il montre. Et ça que j'ai trouvé intéressant ici aussi, c'est que la domination, parce que c'est souvent ça aussi dans les films de Franco, c'est des rapports de domination entre les personnages. Et là, il y a plusieurs rapports de domination. C'est à ça. Petite et grande échelle, ouais. Mais en tout cas, le truc basique, c'est que lui est un jeune immigré mexicain, elle est une riche américaine, d'une famille héritière, voilà, d'un grand groupe américain. Donc du coup, elle a l'emprise sur lui parce que lui veut habiter aux États-Unis, donc il est dans une situation très précaire, et elle en fait lui donne de l'argent pour le contrôler, pour un petit peu se le garder sous le coude et s'amuser un petit peu avec lui quand elle en a envie, et l'abandonner quand elle a plus envie, et voilà. Après, bon, je vais revenir là-dessus. Vas-y. Moi, je pense... Alors, je suis d'accord, hein, il y a un rapport de domination, voilà. Par contre, le truc de je veux pas de lui quand j'en ai envie, machin, je pense qu'il y a vraiment de l'amour. Non, oui, oui, totalement. Je pense qu'il y a vraiment de Non, l'amour. mais je parlais du fait de qu'elle va pas jusqu'à l'assumer auprès de sa famille, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'elle se le garde pour lui et qu'elle veut pas. Oui, bien sûr, oui. Le truc qui pourrait lui montrer qu'elle lui apporte du respect, ce serait qu'elle prenne sur elle pour vraiment défendre l'amour qu'elle lui porte, et en fait elle en a pas envie, quoi. C'est-à-dire que non, mais oui, elle veut, pour éviter des conversations gênantes, elle préfère juste le cacher, quoi. Elle préfère qu'il vive dans une grande maison qu'elle paye elle au Mexique, qu'elle le rend visite au Mexique quand elle veut. C'est ça. Et oui. Mais oui, il y a de l'amour entre les deux. Oui, non, et d'ailleurs, je pense que c'est... Moi, je vais peut-être m'avancer parce que j'ai pas... Mais là, ça me vient comme ça.
Est-ce que c'est pas peut-être les scènes de sexe les plus du cinéma de Franco, où on a vraiment des scènes de sexe de passion et d'amour et qui sont vraiment sensuelles? Oui. Parce que David, alors pas à la fin du film, mais en tout cas, il y a 2 scènes de sexe dans le film Qui sont incroyables, incroyables. mais vraiment. Et Surtout la deuxième dans les escaliers, dans là, les escaliers, c'est... enfin, du coup, on va pas, voilà. Michel Franco, c'est une mise en scène toujours assez froide, très froide. Ouais, je suis pas très d'accord avec ça, mais je te laisse. Bah, moi, je trouve ça toujours assez froid et assez loin de ses personnages. Toujours en retrait. Et pour moi, c'était la deuxième scène de sexe, vraiment montre ça. T'as l'impression que c'est une caméra qui est cachée, du coup, qui est cachée derrière, en bas de l'escalier. Et voilà, eux ont leur relation dans l'escalier, une scène complètement dingue. Donc, moi, j'ai toujours ce petit truc-là, voilà, mise en scène plutôt froide, sobre de Michel Franco. Moi, je sais pas, bon, apparemment, t'es pas d'accord, mais... Non, mais c'est intéressant parce que moi, je suis d'accord que la mise en scène est froid. Enfin, de ce qu'on entend par froid, je suis d'accord qu'il est... Factuellement, la caméra est plutôt loin de ses personnages, c'est souvent des plans larges. C'est toujours en retrait. C'est toujours en retrait, mais pour moi, la mise en scène n'est pas froide à ce moment-là. Pour moi, là, justement, les scènes de sexe, les deux, j'ai trouvé que... Bah, j'ai trouvé qu'elles étaient très érotiques, quoi. Et j'ai trouvé Oui, que, pour le mais coup, c'était pas du tout froid. C'était des scènes de sexe qui étaient sensuelles, où on sentait vraiment l'amour entre les deux. Et même si la caméra ne bouge pas et est un peu loin, en fait, pour moi, c'est pas froid du tout. Pour moi, c'est son style de réalisation. Mhm. Ouais, c'est ce que je dis. Et les personnages se déplacent dans le cadre, on les voit, un coup ils sont plus près, un coup ils sont plus loin, enfin bref, ils ont une liberté, et je trouve que, je sais pas, moi je milite contre cette appellation mise en scène froide. Parce qu'on dit ça beaucoup de Haneke, et en fait, qu'est-ce que ça veut... Oui, non, non, mais... Non, mais qu'est-ce que ça veut dire froid? Qu'est-ce que ça veut dire chaud? Moi, je sais pas s'il y a des mises en scène froides ou chaudes, parce que, tu vois, il y a des films qui sont sais pas du caméra tout, à l'épaule, en gros plan, et pourtant ça me fait rien ressentir. Là où, voilà, Michel Franco va poser sa caméra en bas des escaliers, et ça va être la scène de sexe la non, mais plus totalement, excitante mais je que j'ai suis vue de l'année, tu vois. totalement d'accord avec Donc, ça, par qu'est-ce contre. qui est froid, qu'est-ce qui est chaud? C'est pareil, distance de ces personnages, mais en même temps, c'est rare d'avoir des personnages aussi profonds dans le cinéma. Tu vois, donc... Mais ça n'empêche pas. Ah oui, oui, non, mais... Ça n'empêche pas. Oui, parce que souvent, les gens font l'amalgame, et ça m'énerve. Oui, oui. Donc voilà, je voulais préciser cette pensée-là. Et du coup, il y a... Bon, déjà, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses dès les premières séquences, où c'est une scène de détresse de migrants, du coup, des migrants mexicains, qui sont dans un camion et qui vont finir morts, étouffés dans un camion, d'ailleurs. Ouais. Qui sont coincés, et du coup, le personnage, du coup, le Mexicain qui sera avec Jessica Chastain s'appelle Fernando. Oui. Et Fernando s'en sort. Et l'une des premières séquences, du coup, c'est il arrive dans un... Enfin, tout y est. Il arrive dans un restaurant chilien, Ouais. rempli d'Américains, enfin d'États-Unis, on les voit avec leurs chapeaux de cow-boy, machin. Et il se fait virer de ce restaurant par des personnes qui travaillent, qui sont sûrement issues de l'immigration. Oui, oui. Déjà, il y a tout. Alors là-dedans. qu'il boit juste de l'eau, quoi. Alors qu'il demande juste de l'eau. Déjà, il y a beaucoup de choses dans cette scène. Ouais. D'ailleurs, le film revient souvent, enfin, sur la violence commise envers les migrants. Bon, là, on prend l'exemple des migrants mexicains. De toute façon, il y a toujours ce film, évidemment, est une extrapolation du rapport de domination entre les États-Unis et le Mexique. On le voit, hein, la galère que c'est pour les Mexicains d'arriver aux États-Unis, Ouais, d'en mourir, ils doivent payer des sommes. alors que le personnage de Jessica Chastain peut se Oui, il y a promener bien un tranquillement entre les deux aller-retour, ouais. pays sans aucun problème. Évidemment que voilà, il y a de ça. À un moment donné, ils le disent en prison qu'ils doivent payer $8 000 Et un prix pour quelqu'un qui savent même pas. Enfin, ils doivent donner $8 000 à une femme qui pourrait leur faire passer la frontière, mais ils savent même pas qui c'est. Ils savent même pas comment ça va se passer. Ils savent même pas si elle va vraiment le faire. Donc c'est vraiment des. Et ça, pareil, bah, c'est cette scène en prison là aussi où Mm. du coup il y a des personnes qui viennent de se faire expulser des États-Unis et qui mettent le feu à la cellule. Ouais.
Et t'as un mec, un flic qui passe devant, sans, Oui, avec c'est ses rien. cafés, sans. C'est des petites scènes comme ça, Ouais. subtiles. Mais Michel Franco, il arrive à mettre brillamment des choses dans le cadre qui disent beaucoup. Ouais, mais ça, c'est tout le film. C'est à ça qu'il est fort, quoi. Parce que tu disais aussi la scène où il se fait refuser de l'eau, mais il y a cette scène aussi où il y a une personne qui le prend en voiture et qui l'emmène jusqu'à San Francisco C'est vrai, c'est et vrai. qui lui donne à boire et qui lui donne à manger. Et pareil, c'est pas surligné, mais il y a quand même tout. C'est- C'est pour ça qu'on dit souvent, oui, Michel Franco, il montre la noirceur de l'être humain. Il montre tout, en fait. Il montre. Alors oui, ça finit souvent mal. Mhm. Mais en même temps, est-ce que ça finit bien pour les jeunes immigrés mexicains qui essayent de passer la frontière aux États-Unis? Tu vois, il y a un moment donné, je veux bien, mais tu décides de parler. J'écoutais une critique tout à l'heure, là, en venant, du film, qui disait que Michel Franco était sadique et qu'il n'était pas politique. Notamment, elle parlait de la scène dans le camion au début où les Ouais. migrants s'étouffent parce qu'il manque Qui est quand d'oxygène. même, qui est quand même une scène. Oui, et en fait, elle dit, c'est pas politique parce qu'il ne propose pas de solution. Non, mais Et en fait, t'as envie de dire, bah, et en gros, elle dit, la politique, c'est quand même proposer une solution. Et c'est fou quand même, parce que je vais pas citer son nom ni son métier, mais Pardon, je trouve ça mais c'est quand même complètement fou de dire ça enfin, le cinéma, justement, le principe du cinéma, c'est de montrer ce qui se passe Et juste et, de montrer, désolé, mais de montrer toutes ces personnes coincées dans ce camion. et en fait, si tu ne montres pas toutes ces personnes coincées dans ce camion, la cruauté du personnage de Fernando, à la fin du film, elle est gratuite. Parce qu'en fait, C'est ça. si tu ne montres pas à quel point c'est dur, parce que quand même, du coup, il y a le personnage de Jessica Chastain qui trahit Fernando, C'est ça. parce qu'elle a pas envie que ça fasse du grabuge dans sa famille et qu'elle a peur de perdre ses privilèges si elle est vue avec un jeune Mexicain, que ça va pas passer avec son père. Elle va jusqu'à le renvoyer au Mexique. À un moment où, quand même, Fernando commence à s'élever C'est ça, où il socialement, commence en à plus. avoir, parce qu'il est danseur, donc. Et Il pareil, a- ça aussi, ce personnage-là du directeur le Oui. directeur du ballet, enfin du truc de danse, qui est quand même pas une mauvaise personne, Oui, oui, c'est vrai. qui le prend au moment où il a pas de papier, qui lui donne sa chance et qui va lui donner le lead Ouais. dans Black Swan, je crois que c'est. Ouais, qui va devenir du coup celle au truc de danse de San Francisco. Très marrant, fun fact. Le frère de l'acteur est vraiment danseur au Ok, truc de San d'accord. Francisco. Ok. Et le personnage de Fernando, à la base, il est un peu acteur, mais il est surtout danseur. Oui, ça se Vraiment, voit, ça se voit. Ça se voit de Parce suite. que les scènes où il danse, il est incroyable. Et donc, du coup, il y a toute cette trahison de Jessica Chastain qui va donc le renvoyer au Mexique en sachant comment ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu pour arriver Ouais. aux États-Unis. Donc, ce fameux camion où, euh, où- qui a failli asphyxier, où Pour ils moi, se sont retrouvés enfin, tous cette scène, encore une asphyxiés. fois, ça résume la Mais condition c'est des ça. migrants. Enfin, c'est... Et en fait, sinon, et c'est là que le faux procès qui est souvent fait à Michel Franco, je ne comprends pas, c'est qu'en fait, il y a de la cruauté, il y a une cruauté folle. Si vous ne voyez pas la cruauté du personnage de Jessica Chastain, Tout est dans le cadre. sans dire qu'elle mérite. Non, mais bien sûr. Et en fait, le truc de Michel Franco aussi, c'est de montrer souvent, et en fait, de montrer sans juger les deux, de montrer que oui, elle fait ça parce que sa vie est comme ça, lui va faire ça parce que sa vie est comme ça, parce que c'est les armes qu'il a, parce que c'est C'est les ça. armes qu'elle a elle. Donc on va dire que la domination psychologique et financière qu'elle a elle, lui, le retourne en domination physique, puisque voilà, c'est ce qu'il a, c'est les seules armes qu'il a contre lui. Et la critique de Michel Franco, qui est une critique très, je trouve, enfin, ce que Michel Franco critique dans ses films, c'est la vengeance, de comment la vengeance n'est jamais une bonne idée, de comment en Mhm. fait la vengeance n'est jamais une issue et la vengeance ne devrait pas être cathartique. Souvent, ça. c'est ce qu'on voit dans le cinéma.
C'est qu'on a des films qui nous montrent, oui, ce personnage qui va être maltraité, et puis à la fin, Django par exemple, Tarantino, Ouais, on parle souvent de Tarantino en ce moment, Décidément, oui. mais à la fin de Django, donc Django qui est un esclave qui se fait torturer, maltraiter, à Ouais. la fin, ça va être spectacularisé, il va fusiller tout le monde, foutre le feu à la maison, C'est ça. et waouh, ça y est, la catharsis, on l'a eu, on s'est vengé, et maintenant Ouais. tout va bien, ah, quel plaisir. Mais sauf que Franco, c'est l'inverse, il montre à quel point la vengeance est une impasse qui mène non seulement à la déroute morale, puisque Fernando franchit une barrière qui fait qu'il est inexcusable. Bien sûr. C'est que tout ce qu'il a vécu, quand bien même il a souffert, quand bien même on lui a fait du mal, quand bien même le personnage de Jessica Chastain lui a fait du mal, et bah, il a franchi une limite qui fait que ce n'est plus entendable, que son combat n'est plus entendable. Et en plus, cette vengeance va lui attirer encore des ennuis parce qu'il est contre des gens qui sont plus forts que lui et qui de toute façon auront le dernier mot. Et ils vont le retrouver, ils le retrouvent. Il y a le frère du coup du personnage de C'est Jessica ça. Chastain qui va arriver avec des. Ce qui était, on en parlait dans Nouvel Ordre, ce qui était aussi le grand thème de Nouvel Ordre. Mais oui. C'est que, en fait, la révolte des gens qui n'ont pas le pouvoir, elle est limitée à la violence physique, puisque c'est les armes qu'ils ont avec eux, mais contre un système qui est plus fort qu'eux, C'est ça. et qui va les écrabouiller de toute façon. Et qui, en plus, qui va finalement, un système qui va les tuer 2 fois, quoi, qui va les tuer une fois moralement et une seconde fois physiquement, quoi. C'est-à-dire que là, Fernando est devenu un monstre. Non, non, mais totalement, totalement. Mais d'ailleurs, le personnage de Jessica Chastain est un personnage quand même assez. On parlait d'écriture tout à l'heure, c'est quand même un personnage qui a beaucoup de. Enfin, c'est bizarre. Ce personnage est étrange. Oui, bah oui, oui. Ce personnage est Il est étrange, très ambigu. très ambigu. Du coup, c'est la fille d'un héritier, voilà, qui font de, comment dire, qui ont des écoles de danse au Oui, Mexique, aux États-Unis, qui ont des programmes Oui, d'aide, de des choses comme ça. réinsertion pour les immigrés clandestins, etc. Mais c'est un C'est qu'elle est personnage, très bien placée pour l'aider à la base, en fait. bien sûr, voilà, voilà. Et c'est un personnage très immature. Oui, oui. Alors, pourquoi elle lui dit? Pourquoi elle lui avoue que c'est elle qui l'a. Ben, C'est une question que je me suis posée. Je pense que c'est parce qu'elle s'en veut. Bah, Ou je sais pas qu'elle si elle s'en veut. ou qu'elle veut détruire la relation. Ah, je pense pas qu'elle veut la détruire. Ouais, non, mais peut-être c'est dans un truc Mais- d'autodestruction. Moi, je pense que c'est plutôt un truc vraiment immature de dire, je l'avoue, donc c'est à moitié pardonné. Oui, peut-être, oui. Non, mais ça, Oui, peut-être, tu vois, oui, t'as raison. Un, Ouais. truc comme ça, genre, elle se rend pas compte de la dinguerie du truc, quoi. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Elle se rend pas. Mais en fait, c'est ça que je disais dans l'intro du film où je disais qu'elle jouait avec lui. Ouais. C'est que pour elle, tout est un espèce de jeu, et en même temps, elle est un peu prisonnière de sa condition aussi de. Tu vois, elle n'a pas choisi d'être dans cette famille ultra codifiée, d'avoir ce pouvoir sur lui. Elle en profite, tu vois, mais c'est aussi un personnage tragique parce que je pense que. Et immature, elle est immature dans le fait qu'elle a 45 ans et qu'elle sort avec un mec de 20 ans, quoi. Oui. Donc il y a ce côté immature où. Et puis en plus, elle vit cette relation comme une ado. En plus, c'est ça qui est horrible, c'est que il la quitte, il lui dit ne me parle plus, et c'est elle qui va aller le harceler pour le retrouver. De fou. Et elle est là comme une adolescente, en fait, une collégienne, elle regarde les vidéos, les photos, toute la soirée. Oui, c'est toutes ces scènes où elle regarde les vidéos. Ouais. Et oui, elle va aller le retrouver, le harceler pour qu'ils se remettent ensemble. Et ensuite, elle va aller le renvoyer chez lui au Mexique alors que lui, tout allait bien. Enfin, tout allait bien. Ça allait de mieux en mieux, en tout Et cas. puis, c'est un personnage qui est pas montré. En plus, ça, c'est intéressant aussi de Michel Franco. C'est pas quelqu'un qui va nous faire du misérabilisme sur la condition de Fernando, alors qu'il pourrait. Il nous montre Fernando comme un personnage très digne, très autonome, qui refuse plusieurs fois l'aide de Jessica Chastain, Ouais, qui arrive à s'en sortir par ses propres moyens. ouais, clairement. Et tu vois, quand il rentre dans le ballet, qui devient. En fait, il réussit grâce à lui, quoi. C'est ça. Il est pas pistonné. D'ailleurs, Il est pas... ça insupporte le personnage de Jessica Chastain, donc Jennifer, qui se débrouille comme ça et sans elle. Oui, ça l'énerve. C'est quelque chose qui l'insupporte. Ouais. Et non, je sais pas, ce personnage de Jessica Chastain, c'est. Ouais, c'est un sacré personnage. Il y a quelque chose
Là, c'est dingue. Et sur Fernando, il y a un truc qui revient souvent, c'est que Michel Franco filme énormément son corps. Il y a un truc avec son corps. Oui, bah c'est son Déjà, son outil de travail. c'est son outil de travail. Mais ouais, il y a un truc avec le corps de Fernando qui est énormément filmé. Bah il y a aussi le côté, je pense, le côté, si on prend la métaphore Jessica Chastain, États-Unis, Ouais. qui est Oui, bah oui. bien sûr. 40 ans, plus toute jeune, qui est en train, qui est littéralement, qui ne peut plus avoir d'enfants, donc qui n'est plus fertile, qui a plus ce côté et qui va à la recherche de Ouais. ce corps jeune, vigoureux et Mhm. tu vois donc du Mexique quoi, Ouais, qui est clairement. mais qui va s'en Clairement. servir, qui va dévitaliser comme un vampire en fait, Et qui puis va ça. retrouver sa jeunesse à travers lui et à travers ce corps. Ouais, non, mais totalement. Et c'est beaucoup. Je t'aime beaucoup, je t'aime, mais quand t'es chez toi. Ouais, c'est ça. C'est voilà, c'est très. C'est cruel. On se rend pas compte en fait. Bah c'est ça, c'est ça. Elle, c'est vrai que l'expression de c'est un peu son jouet, t'as totalement raison. Oui, c'est. Sans, oui, mais par contre, voilà, il y a ce truc de oui, ça se voit qu'elle l'aime Oui, et lui il l'aime. Ça oui, ils c'est s'aiment. Et d'ailleurs, certain. les scènes de sexe montrent ça Mais bien aussi. sûr, Parce mais qu'on bien entend sûr. souvent, oui, oh, les scènes de sexe, ça sert à rien, c'est juste pour. Mais là, non, en fait, sans les scènes de sexe, on n'a pas ce. Il y a d'autres scènes qui montrent qu'ils s'aiment, où il y a des scènes de tendresse entre eux, où ils sont ensemble, où ils se parlent, où Mhm. ils se Ouais. font des câlins et tout. Mais il y a aussi ces scènes qui montrent qu'il y a vraiment une attirance physique entre les Ah oui, deux non mais totalement. et et quelque chose, ouais, d'intense qui se passe, quoi. Ouais, totalement. Et ça vraiment, c'est. Alors, mais je crois pas l'avoir vu dans un des films précédents de Michel Franco. Ce côté vraiment amour passionnel, quoi. Ça. Attends, je Parce qu'il réfléchis. faudrait peut-être dans Memory, mais Memory c'est plus quelque chose. Tu vois, c'est Ouais, plus un. C'était plus doux, c'était plus pathétique. c'est vrai. C'est vrai. Non, non, Là où c'est là, on vrai. a vraiment une relation à ce niveau-là. J'ai adoré le film. J'ai adoré le film. Je le mets un petit peu en dessous des autres parce que je sais pas, j'ai peut-être. C'est comme moi sur le Paul Thomas Anderson, en me disant que Ouais, c'est ça. c'est un grand film, mais ça reste moins bien dans sa. Voilà. Je me suis moins laissé emporter que par les précédents, quoi. Ok. Mais j'ai adoré. Et franchement, c'est clairement un des meilleurs cinéastes Non, mais bien sûr, de hein, notre c'est dingue. génération et qui continue et qui pour l'instant n'a toujours pas fait de mauvais films. Et ça, c'est. Et ça c'est fort. Et ça, c'est très Parce qu'en très plus, fort. il a un rythme assez quand même. Il a un rythme Ouais. Ouais. de un film tous les 2 ans. Continue, Michel. Continue, Michel. On est Nous, avec on est toi. avec toi, mon pote. Ah, on sera toujours avec toi, Michel. C'est clair. Est-ce Ok. qu'on rend l'antenne? Ah, bah, je Est-ce que tu pense as quelque chose à ajouter, Non, le j'ai gap? rien à rajouter, hein. Je pense que qu'on a fait Très le tour. bien. Et bien dans ce cas-là, on peut renvoyer les auditeurs et les auditrices à leurs occupations. Exactement. Oh Il faut- putain, et puis la semaine prochaine. On parle Ah. encore C'est vrai. de quelqu'un que je considère comme, encore une fois, l'une du coup des plus grands Ouais. cinéastes Dis-le. du siècle, oui. Bah, Kelly Reichardt, oui. Kelly Reichardt, Kelly C'est Reichardt. vrai que la semaine prochaine, on fait de Mastermind de Kelly Reichardt. On n'a pas décidé de. Non, on n'a pas encore vu si on lui fait quelque chose d'autre. Je pense qu'il faudrait prendre un film du passé parce que c'est pas fou les films qui sont sortis aujourd'hui, je crois. Il me semblait aussi. On peut faire Gourou. Non, merci. Je pense que tout a été dit sur Gourou. J'ai pas vu le film, mais si vous voulez mon avis sur Gourou, je pense que c'est Pierre Ninet qui a vu Magnolia de Tom Cruise et qui a produit un film pour se faire un CV de fou. Je pense que le film ne touche absolument du doigt, ne touche jamais politiquement ce que c'est cette Après, histoire. t'as pas vu le film, ça se trouve. Oui, non, mais là, je dis ça comme ça. Suppose. Je pense que jamais de la vie, le développement personnel, le coaching, etc., je pense que c'est juste un écrin et que jamais de la vie, on va dire quoi que ce soit dessus, si ce n'est qu'il y a des bons, il y a des mauvais. Je pense pas que ce soit hyper pertinent, en effet. Je l'ai pas vu hein, non plus, mais je pense que. Mais on ira le voir, on vous dit, écoute, on dira un mot la semaine prochaine On et je dira- ferai un mea culpa si le C'est film vrai. est bien. On dira un petit mot la semaine prochaine. Tout à fait. Surtout le film était un chef-d'œuvre et S'il ça, faut. on en parlera. Ce qui serait fou parce que c'est Yann Gozlan qui les réalise et vraiment, c'est Yann Gozlan a attendu son 6e ou 7e film pour faire un chef-d'œuvre. Franchement, ce serait. Après, j'ai envie d'y croire. Hein. J'ai envie d'y croire. Pas Mais bon. Pas moi. Après, je crois au miracle. Bah, c'est bien. Mais... Alors, si c'était ça, mais là, le miracle.
Ce serait vraiment, vraiment un sacré miracle. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Kelly Reichardt et sûrement un autre film ou pas, on verra. Vous verrez. Et si vous voulez pas rater ça, il faut vous abonner. Comme ça, vous êtes sûr d'être au courant quand l'épisode sort. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de streaming. Vous pouvez vous abonner sur Instagram, on est présent. Partout. Voilà, vous tapez Drapeau Rouge Podcast Drapeau Cinéma Rouge sur le Podcast. réseau social de votre choix, vous nous trouverez. Exactement. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec une invitée, peut-être avec un invité ou non, on ne sait pas. Surprise. Tout On est une verra. surprise. À bientôt, merci. Bisous. Ciao.